Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion publique du PPRI de Cabriès. Je vous rappelle que le PPRI, c'est le plan de prévention du risque inondation de la commune de Cabriès. Cette réunion publique va se dérouler sous un format un petit peu innovant, puisqu'il va s'agir d'une réunion en ligne et en direct, et on va être ensemble le temps qu'il faudra, 1 heure et demie, en tout cas le temps que vous puissiez nous poser toutes vos questions suite à l'intervention de deux intervenants de la direction départementale des territoires et de la mer. Donc cette réunion va se passer en deux parties. Une première partie où Julien Langumier et Clément Gastaud de la DDTM nous présenteront ce qu'est un PPRI et plus particulièrement le PPRI de la ville de Cabriès. Ça va être la première partie de la réunion qui va durer peut-être une trentaine de minutes. Et suite à ça, nous répondrons à vos questions. Alors, pour nous poser les questions, vous avez deux possibilités. La première possibilité est soit de vous connecter au chat que vous voyez sur la droite de votre écran, juste à droite de la vidéo en principe. Pour les personnes qui n'apercevraient pas ce chat sur les téléphones mobiles, plus rarement sur les tablettes, vous pourriez nous envoyer directement à ce moment-là un SMS sur un numéro qui va s'afficher dans quelques minutes, qui est le 0617 13 13 00. Je répète, 0617 13 13 00. Voilà. Ce sera la deuxième façon de nous envoyer un message si vous le souhaitez. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour la présentation de la réunion. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Julien Langumier d'ici quelques secondes. Julien, c'est à vous. Merci bien. Je vous remercie de nous retrouver sur ce format, en effet, quelque peu atypique. On est plutôt habitué à vous retrouver dans des salles communales en présentiel. Vous comprenez bien que les restrictions sanitaires ne nous permettent pas de tenir aujourd'hui ces formats de réunions publiques classiques. Et c'est pourquoi nous préférons organiser cet échange par voie dématérialisée grâce à du streaming sur Internet. Aussi pour ne pas attendre trop longtemps sur ces procédures d'élaboration de plans de prévention des risques inondations qui concernent certains d'entre vous, et on ne voulait pas retarder ces temps d'échange que peut-être certains d'entre vous attendent en effet. Alors peut-être juste en guise d'introduction, je voudrais revenir sur les objectifs de la concertation. Il est toujours important en amont d'un débat de bien préciser un peu les règles du jeu. De notre côté, du côté des services de l'État, nous sommes clairement en charge de l'élaboration de ce plan de prévention des risques. Nous l'avons fait sur la base d'une connaissance, d'une expertise qu'on va vous présenter ce soir. Et nous sommes aussi conscients des conséquences qu'amène ce plan au niveau local. Et c'est bien pour ça que nous vous proposons un échange de manière à pouvoir enregistrer vos observations, vos questions et vos différentes remarques. Pour procéder, on va assez classiquement d'abord présenter très rapidement le plan de prévention des risques. Pour ça, on va revenir sur la carte d'aléa qui, je le rappelle, et je précise tout de suite un peu notre jargon technique, la carte d'aléa qui est la carte de la zone inondable que nous avons modélisée sur la commune de Cabriès. Ensuite, nous expliquerons à partir de cette carte des zones inondables comment nous avons construit un zonage réglementaire de prévention auquel est associé un règlement qui explicite pour chaque zonage qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes notamment d'autorisation d'urbanisme, quelles sont les prescriptions à respecter pour réaliser certains projets autorisés. Et donc, on va essayer, tout en restant dans un format relativement synthétique, de vous présenter d'abord dans un premier temps le contenu du plan de prévention des risques. Je précise également, parce que vous vous en doutez bien, il ne s'agit pas de faire une présentation trop longue, l'intégralité du dossier du projet de plan de prévention des risques inondations de Cabriès est en ligne sur Internet, sur le site de la préfecture. Il y a sans doute un certain nombre d'entre vous qui ont accédé à ce lien Vimeo par cette même page. Donc vous pouvez tout à fait consulter les documents au format PDF qui permettront d'accéder en détail sur le plan de zonage, le rapport de présentation, le règlement. Une fois cette présentation faite, on vous l'a dit, vous pouvez intervenir et nous poser des questions. Profitez de cette capacité d'interaction qu'on a par cette réunion publique, même si elle est à distance. On essaiera de répondre à vos questions. On est conscient
également de potentiellement ne pas pouvoir répondre à toutes vos attentes. Et donc on va ouvrir en fait à partir d'aujourd'hui une phase de 2 mois de concertation publique, et on y reviendra en conclusion de la présentation, pendant laquelle vous pourrez nous adresser vos questions par mail sur une boîte dédiée, et on apportera des réponses, c'est un autre élément de la règle du jeu, on apportera des réponses à l'ensemble des personnes qui nous adresseront leurs questions. Dernier point pour mettre un peu en perspective la réunion de ce soir, on est aussi dans une phase où on souhaite pouvoir préparer au mieux l'enquête publique, et on y reviendra, mais le plan de prévention des risques inondation en tant que servitude d'utilité publique doit faire l'objet d'une enquête publique, c'est-à-dire qu'un commissaire enquêteur viendra en commune de Cabriès pour recevoir à son tour vos observations. Le commissaire enquêteur, lui, est quelqu'un qui est indépendant, à la différence de la DDTM qui a élaboré le plan de prévention des risques inondation. Nous sommes, nous, du côté de la maîtrise d'ouvrage, mais nous souhaitons pouvoir échanger avec vous de manière à préparer au mieux cette enquête publique et ne pas laisser le commissaire enquêteur avoir à la fois la charge de recueillir vos observations, mais aussi de vous présenter pour la première fois ce document. Donc voilà, peut-être ces premiers jalons étant rappelés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais rappeler, avant de rentrer plus dans le détail sur le PPRI de Cabriès, pourquoi nous faisons des plans de prévention des risques inondation. Par rapport à la diapositive suivante, excusez-moi. Oui. Pour rappeler un certain nombre de textes de loi qui ont introduit l'outil réglementaire qu'est le plan de prévention des risques, notamment la loi de 1982, confirmée ensuite par la loi de 1995. Et j'aimerais juste, de manière très synthétique, rappeler l'esprit de ces lois et la raison d'être du plan de prévention des risques. Très rapidement, ces lois sont venues notamment constituer un système d'indemnisation solidaire, c'est-à-dire, et vous l'entendez souvent aux informations, suite à une catastrophe naturelle, il y a bien souvent une déclaration interministérielle de déclaration de catastrophe naturelle qui active des facilités sur les indemnisations par rapport aux dommages qui sont observés. Ce système, il a été créé en 1982. C'est un système qui est de droit pour tous les assurés des contrats d'assurance automobile et habitation. Et il permet, en France, d'avoir une assurance solidaire, c'est-à-dire à la fois généreuse et rapide sur les événements majeurs. Le pendant de ce système qui est introduit en 1982, c'est bien sûr de ne pas développer de manière déraisonnable les dommages dans les zones à risque. Autrement, on le comprend aisément, ce système d'indemnisation, qui est un système aussi financier, perdrait assez vite son équilibre. Et c'est pour ça que le législateur a prévu, en même temps qu'il dotait la population d'une garantie à travers ce système d'indemnisation solidaire, il a demandé aux services de l'État, aux préfets, d'élaborer des plans de prévention des risques d'inondation qui ont pour objectif de maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque pour à la fois assurer la sécurité des personnes, mais aussi maîtriser les dommages aux biens en cas d'événement. Donc voilà pourquoi on présentait sur la diapositive précédente cette poignée de main qui est une forme de contrat, de deal, entre d'une part l'indemnisation solidaire et d'autre part le plan de prévention des risques qui vient vérifier finalement quelque part sur le territoire que les dommages resteront maîtrisés en cas d'inondation notamment. Alors, le PPRI, maintenant j'y viens, c'est un outil, on l'a dit en introduction, qui est élaboré par les services de l'État, qui est prescrit par monsieur le préfet, approuvé également par arrêté préfectoral. Il suit une procédure d'élaboration avec à la fois une phase technique sur laquelle on va revenir rapidement, puisqu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a une dimension technique derrière le PPR. Il y a une étude hydraulique, il y a des modélisations hydrauliques qui ont été faites, et on reviendra rapidement sur ce point. Il y a aussi une discussion qui a été menée avec les collectivités. Je rappelle que les collectivités ont notamment la compétence en termes de planification, en termes d'urbanisme. Et comme ce plan se trouve à l'interface de ces sujets, il était important qu'on puisse échanger et croiser les impacts et les conséquences du plan de prévention des risques par rapport notamment au plan local d'urbanisme. Et puis on rentre maintenant dans ce troisième temps qui est la phase de concertation qui consiste à, pour nous, faire preuve de pédagogie sur ce plan de prévention des risques, mais aussi pour vous, à nous faire remonter
vos interpellations, vos questions, vos incompréhensions. Le PPR se présente, et vous l'avez peut-être vu sur Internet, de manière assez simple. Il est constitué d'un rapport de présentation, qui est une pièce qui n'est pas opposable du dossier. Et les deux pièces opposables sont constituées par le zonage réglementaire et le règlement qui est associé, qui précise les règles associées à chaque type de zone. Je rappelle aussi que le zonage réglementaire n'est pas directement la carte des zones inondables. On va y revenir. On part de la carte des zones inondables, mais on va aussi croiser cette donnée-là avec la carte de l'occupation des sols. Et c'est la diapositive que vous voyez à présent qui vous montre le jalonnement de notre méthode avec un premier temps qu'on appelle la définition des aléas sur la production d'une carte de zone inondable sur la commune de Cabriès. L'enveloppe de la zone inondable est renseignée à la fois par rapport aux hauteurs d'eau, mais également par rapport à la vitesse de l'eau. Et c'est en fonction du croisement de ces deux paramètres qu'on est capable de qualifier l'aléa, mais Clément Gastaud y reviendra. On a ensuite une deuxième étape pendant laquelle on va s'intéresser à l'occupation des sols. C'est ce qu'on appelle la détermination des enjeux. On va notamment distinguer les zones déjà urbanisées des zones peu ou pas urbanisées. Et puis en croisant ces deux éléments d'analyse territoriale, ces deux éléments de cartographie, c'est sur ce croisement qu'on va définir le zonage réglementaire de prévention du PPRI, auquel est associé bien sûr un règlement. Voilà peut-être pour annoncer un peu le déroulé. Je vais passer la parole à Clément Gastaud qui va vous présenter chacune des étapes et je reprendrai la parole à la fin de la présentation. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter du coup la manière dont on a élaboré en termes de méthodologie ce projet de PPRI de Cabriès. Cette présentation va évidemment avoir quelques aspects techniques que je vais essayer de vous rendre les plus accessibles possibles. Bien évidemment, il reste toujours une petite difficulté pour les appréhender et c'est pourquoi je vous demande si vous avez des questions par rapport à la terminologie, à des éléments qui ne seraient pas clairs dans la présentation que je vais vous faire dans les quelques minutes qui suivent, de ne pas hésiter à formaliser vos questions sur le chat qui se situe à côté de la vidéo ou éventuellement par le numéro de SMS, le 06 17 13 13 00 ou 06 17 13 13 00 pour qu'on puisse répondre à vos questions et que cette présentation qu'on veut la plus interactive possible vous permette d'avoir l'information la plus précise et la plus complète sur ce projet de plan de prévention des risques d'inondation du Grand Valais et de la Petite Juine sur la commune de Cabriès. Donc comme vous l'exposait Julien Langumier, le PPRI il est constitué d'abord sur la base de la connaissance des zones inondables par débordement des cours d'eau du Grand Valais et de la Petite Juine, connaissance qui est issue d'un certain nombre d'études hydrauliques. Donc des études hydrauliques qui ont ici été portées par le bureau d'études spécialisées Ingérop en lien avec le syndicat de rivière de l'Arc, le SABA, et également la commune à travers des phases d'études qui se sont déroulées de 2013 à 2016. Ces phases d'études ont permis, sur la base de modèles informatiques, d'une connaissance fine du terrain, notamment d'études topographiques de grande précision, d'analyse aussi du régime des pluies, des régimes hydrauliques, de la connaissance du climat, de déterminer les zones inondables pour ce que l'on appelle la crue de référence. Cette crue de référence, c'est un événement hydrologique, un événement qui est lié à la survenue de pluie, qui est défini par la réglementation encadrant l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation comme la plus forte crue connue, ou si cette crue est plus faible qu'une crue centenale, cette dernière. Donc s'agissant de ce bassin versant du Grand Valais et de la Petite Juine, la crue de référence est définie comme la réaction du bassin versant, c'est-à-dire du périmètre sur lequel va tomber les pluies qui vont former le Grand Valais et la Petite Juine, comme la pluie de septembre 1993. Donc c'est un événement qui s'est effectivement produit, qui a effectivement produit d'ailleurs des dégâts, qui est la plus forte crue connue sur ce bassin versant. Et c'est sur la base de cette pluie-là, effectivement observé que le bureau d'études Ingérop a pu déterminer le périmètre des zones inondables pour cette crue de référence.
Alors, d'un point de vue administratif, cette connaissance qui a été finalisée au cours de l'année 2016-2017 a fait l'objet de la part des services de l'État d'un porté à connaissance le 6 octobre 2017 qui est déjà en cours d'application et que certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être eu connaissance à l'occasion d'instructions d'autorisation d'urbanisme. Alors pour être plus concret sur cet événement de septembre 1993, on va vous proposer de visionner 3 archives audiovisuelles qui reviennent sur cette crue à travers des extraits de journaux télévisés qui rapportent les conséquences et la survenue de cette crue. Donc cette vidéo va démarrer là dans quelques instants. Donc c'est tout simplement des extraits des journaux télévisés de l'époque. Hier soir, il y a eu de gros orages dans les Bouches-du-Rhône, notamment. La sécurité civile a dû intervenir plus de 500 fois dans la nuit. Des routes ont été coupées, des voitures emportées et une personne âgée a été retrouvée morte dans sa maison, frappée par la foudre. Marseille, Alex Panzani et Jean-François Bramard. Le déluge à Simiane. Il est environ 19h et comme le montre ce document amateur, la rue centrale de ce village de la campagne aixoise, situé non loin de Gardanne, s'est transformée en un irrésistible torrent d'eau et de boue qui emporte tout sur son passage et empile les voitures comme un vulgaire jeu de quilles. Ce matin, il ne restait que des dégâts considérables dans cette localité et les villages avoisinants n'ont pas été épargnés. Fort heureusement, personne n'a été emporté par les eaux, mais une octogénaire est morte dans cette maison où la foudre s'est abattue, provoquant un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais la propriétaire des lieux, choquée, a succombé à un arrêt cardiaque. On était parti des Alpes chez ma fille et mon frère m'a téléphoné qu'il y avait le feu à la maison et que la mémé ça allait pas. Voilà. Peur, non, on n'a pas le temps. Dire qu'on a peur, la seule chose que j'ai regardé, c'est qu'il n'y avait personne, parce que là c'était un courant d'eau. Personne ne tente de faire quelque chose sur ces voitures, j'ai dit laissez. Mais c'était un torrent de boue. Après, tout d'un coup, on a entendu rouler les pierres et rouler des grosses caillasses. À l'origine de ce déluge, une onde thermique qui a balayé le midi de la France, des Pyrénées au delta du Rhône, surprenant tout le monde, y compris la météo. Des trompes d'eau se sont abattues 2 heures durant sur le pourtour de l'étang de Berre, la campagne aixoise et les quartiers nord de Marseille. Marignane et ses environs ont été sévèrement touchés. Les cours d'eau sont sortis de leur lit et les services de secours ont dû multiplier les interventions. Ils sont introduits chez moi, ils ont évacué mes petits et ma femme. Voilà. Maintenant, ils ont fait le plus gros, je crois qu'en renfort autant, j'espère que tout va se calmer. C'est arrivé comme une vague, exactement comme une marée. Et puis petit à petit, ça nous a envahi en, je sais pas moi, à l'espace de 2-3 minutes. À certains endroits, il est tombé jusqu'à 140 mm d'eau, mais fort heureusement, le phénomène a duré moins de 2 heures, ce qui explique aussi la rapidité de la décrue. C'est un véritable déluge qui s'est abattu hier en début de soirée sur la petite commune de Simiane. En l'espace d'1 heure, le ruisseau qui traverse la ville a débordé de son lit, balayant tout sur son passage. Toutes les voitures du parking sont transformées en savonnette, l'eau est montée et elles sont toutes sorties. Elles sont allées contre la boulangerie, ça fait un barrage. Il y a une vague féroce qui est descendue. Les vitres ont volé en éclats, la porte aussi, et l'eau est montée jusqu'à hauteur 1,20 m à l'intérieur. On a dû partir à 4e vitesse, suivi par la vague. Dans le village, on a pourtant conscience d'avoir échappé au pire. Mais l'abondance des précipitations ne peut expliquer seule la violence de cette vague qui a déferlé sur la localité. Il y a un problème qui est celui des nouveaux arrivants sur le village, qui, des 500 mètres carrés de terrain, il y a des clôtures sans barbacane, sans rien, ça sert de bassin de rétention. Les murs ont une certaine solidité, puis par la suite, les murs cassent. Lorsque les murs cassent, ça fait des vagues pour les gens qui se trouvent en aval. Il y a certains flots d'eau dus à ce phénomène, puis par contre il y a le phénomène des voies telles que les ruisseaux ou même chemins jamais nettoyés de la part des propriétaires. Résultat, ce canal souterrain d'évacuation s'est trouvé saturé et n'a pu jouer son rôle. Une leçon à retenir dans un département où 99 communes se trouvent situées en zone inondable selon un document édité par la préfecture des Bouches-du-Rhône, un document
dont ces communes devront désormais tenir compte dans leur plan d'occupation des sols. Je crois qu'avec ces archives audiovisuelles, chacun peut bien mesurer et prendre conscience, puisque ces événements sont aujourd'hui anciens et peut-être un peu sortis de nos mémoires. 93, c'est il y a assez longtemps, de la brutalité et de la violence, de la rapidité de la survenue de ces crues par débordement des valas qui traversent les communes de Simiane, de Bouc-Bel-Air et de Cabriès, qui forment ce bassin versant du Grand Vala et de la Petite Juine. Ces vidéos nous rappellent également, illustrent également les différents types de dangers qui sont quand même assez importants pour les personnes et également pour les biens liés à ces inondations. Alors, je vous propose de venir ici plus en détail sur la manière dont, sur la base de ces études hydrauliques, le PPRI va venir caractériser les niveaux de ce qu'on appelle l'aléa inondation, c'est-à-dire les caractéristiques physiques de cette inondation par débordement, caractéristiques physiques qui relèvent de trois principaux paramètres. Le premier de ces paramètres, c'est la rapidité de la montée de l'eau, qui sur un bassin versant tel que celui du Grand Vala Petite Juine est qualifié de manière systématique de rapide, puisque c'est un phénomène qui va survenir en à peine quelques heures, voire de l'ordre d'une heure. Et également deux autres paramètres qui vont nous permettre de mesurer le danger pour les personnes et pour le bien de ces inondations, qui sont classiquement la hauteur de l'eau, maximale de l'eau, qui va être atteinte durant ces débordements, et également la vitesse des écoulements, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le flot se produit. Donc, sur la base de ces paramètres, la réglementation, à travers le décret du 5 juillet 2019, qui encadre la manière dont on définit l'aléa inondation des plans de prévention des risques d'inondation, va venir caractériser ce qu'on appelle des niveaux d'aléa, qui vont être reportés sur la carte d'aléa du PPRI pour la crue de référence, qui vont être principalement des aléas modérés, qui sont figurés ici en jaune ou orange, comme on va retrouver lorsque les vitesses de l'eau sont inférieures à 50 cm par seconde et que la hauteur de l'eau est inférieure à 1 mètre, et également lorsque cette vitesse est supérieure à 50 cm par seconde, mais que les hauteurs sont extrêmement faibles, c'est-à-dire inférieures à 20 cm, on va retrouver cet aléa modéré, ici figuré en jaune. Lorsqu'on ne sera pas dans ces caractéristiques de zones inondables, c'est-à-dire des hauteurs extrêmement faibles ou des vitesses et hauteurs d'eau qui sont faibles, on aura une caractérisation en aléa qu'on appelle fort, voire très fort, lorsque les hauteurs d'eau sont supérieures à 2 mètres ou lorsque les vitesses d'eau sont supérieures à 50 cm par seconde et que l'on a une vitesse d'eau supérieure à 1 mètre. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la cartographie qui est figurée sur la droite de la diapositive qui vous est actuellement diffusée, où on va retrouver le périmètre qui est inondé pour la crue de référence, c'est-à-dire la pluie de septembre 1993, en jaune, orange et rouge, et également est figuré sur cette cartographie en rose-violet, un périmètre qui n'est pas inondé pour la crue de référence, mais qu'il serait pour des crues qui soient plus importantes, plus fortes, et qu'on va appeler la zone d'aléa résiduel, et qui correspond donc à des crues d'ordre exceptionnel. Donc cette carte d'aléa vient figurer les caractéristiques de la zone inondable pour la crue de référence et également pour une crue exceptionnelle. Donc pour vous rendre plus accessible cette cartographie, je vous propose une présentation un petit peu plus dynamique et interactive de cette carte des zones inondables à travers une petite vidéo qui présente un survol tridimensionnel du territoire de la commune et qui va vous représenter dans un dégradé de bleu ces périmètres des zones inondables en suivant les différents valas qui composent les principaux axes de débordement sur la commune de Cabriès. Donc cette vidéo va démarrer actuellement. Cette vidéo, par image de synthèse, présente la zone inondable par débordement du Grand Vala sur la commune de Cabriès. Vous retrouvez en bleu les zones inondées pour la crue de référence et en violet celles qui le sont au-delà pour la crue exceptionnelle.
Le dégradé de bleu vous indique du bleu clair au bleu foncé les hauteurs d'eau les plus faibles vers les hauteurs d'eau les plus importantes. Nous longeons le vallon de Beaume-Baragne pour passer le centre d'entraînement hippique. Nous survolons ensuite la RD 60 pour arriver sur le quartier de la Foraine. Au loin, vous pouvez apercevoir la zone inondable de Simiane-Collongue et de Bouc-Bel-Air, en amont de la commune de Cabriès. La zone inondable, ici, longe la route de Rance pour remonter sur le village de Calas. Les secteurs inondés suivent la route de Saint-Martin et l'avenue Marcel Mathéoda. Ici, la zone d'expansion des crues du Sage de l'Arc, représentée par une plaine inondable. Nous survolons ensuite la zone d'activité de Calas, pour finir sur le nord du vallon de Thouin. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender le périmètre des zones inondées pour la crue de référence et les crues exceptionnelles. Bien évidemment, ces vidéos, vous pouvez d'ores et déjà les retrouver sur la chaîne YouTube qui est consacrée par la DDTM à la présentation des projets de plan de prévention des risques d'inondation. Donc vous retrouverez sur la page dédiée du site internet des services de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône l'adresse de cette vidéo qui vous permettra de la regarder, éventuellement de retrouver les secteurs qui vous intéressent plus particulièrement. On a noté qu'il y avait plusieurs questions qui nous étaient parvenues sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment les poser, et également pour ceux qui n'y auraient pas accès à ce chat, les poser par SMS au 06 17 13 13 00. Donc nous avons actuellement deux questions à laquelle on va bien évidemment répondre. Une première concernant la définition des autres zones urbanisées et zones peu ou pas urbanisées, donc je vais y venir immédiatement. Et également une question quant à la mobilisation, la présence de participants autour de cette réunion. On vous espère nombreux. Je ne suis pas encore en mesure de vous répondre sur ce point-là, mais on a bien noté cette question. Donc je vous propose de venir immédiatement au deuxième point de l'élaboration de ce projet de plan de prévention des risques d'inondation, qui est la caractérisation de l'occupation des sols, comme vous l'a exposé en introduction Julien Longumier, qui se fait à travers trois catégories d'occupation du sol, deux qui concernent directement les caractéristiques d'occupation du sol, qui vont être de distinguer les zones urbanisées, qu'on va appeler les autres zones urbanisées, AZU, que vous avez ici sur la deuxième colonne la plus à droite du tableau qui vous est présenté ci-dessous, sur la diapositive, et également les zones peu ou pas urbanisées, qui sont les zones qui sont peu ou pas bâties, les zones naturelles, les zones agricoles ou les zones d'urbanisation plus diffuses. Donc ça répond déjà en partie à la question qui nous est posée sur le chat, et je vais vous préciser dans quelques instants la manière dont on a fait cette détermination. Autre catégorie que l'on a considérée, c'est ce qu'on appelle les ZEC, les zones d'expansion des crues, qui sont définies par un document qui est indépendant du plan de prévention des risques d'inondation, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Arc, qui encadre les politiques de l'eau sur l'ensemble du bassin versant de l'Arc. S'agissant de la caractérisation des enjeux, donc cette caractérisation des enjeux, ce qui se fait à travers les zones peu ou pas urbanisées ou les autres zones urbanisées, est issue d'une analyse de bases de données géomatiques qui caractérisent
l'occupation du sol, évidemment, qui est également le résultat d'analyses menées par la DDTM à travers des visites de terrain, et qui est également issu des discussions menées dans le cadre de l'association à l'élaboration de ce plan de prévention des risques d'inondation avec les collectivités locales et, en tout premier lieu, la municipalité de Cabriès. Un point qui est important quant à cette caractérisation des enjeux sur la commune de Cabriès, c'est que cette caractérisation se fait dans l'état actuel des choses et ne prend donc pas en compte les projets, l'évolution qui pourrait intervenir sur le territoire. Et ça, c'est une différence qui est importante par rapport au zonage de planification que vous pourrez retrouver dans le document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune, puisque, bien évidemment, ces plans locaux d'urbanisation visent à caractériser les règles qui s'appliquent pour l'évolution du territoire, donc c'est quelque chose de projectif, alors que le plan de prévention des risques d'inondation, lui, fait une photographie à l'instant actuel du territoire pour élaborer ce zonage réglementaire. Donc, ce zonage réglementaire, puisque c'est ce qui va fonder les règles de prévention établies et rendues opposables par le plan de prévention des risques d'inondation, va venir croiser cette carte des enjeux que vous voyez ici en bas à gauche de la diapositive, où on voit figurer cette zone peu ou pas urbanisée qui est figurée en vert, qui sont donc les zones peu ou pas bâties ou d'urbanisation diffuse, et les zones urbanisées, actuellement urbanisées, qu'on appelle les autres zones urbanisées. Donc c'est cette première carte que l'on va utiliser. Et également, vous retrouvez en haut à gauche de la diapositive la carte d'aléas, qui vient distinguer les zones inondables avec leurs caractéristiques d'aléas pour la crue de référence et également les zones d'aléas résiduels correspondant aux crues exceptionnelles. Donc sur la base de ces deux informations, on va pouvoir venir, en superposant ces deux cartographies, établir la carte de zonage réglementaire. Le point qui est important à retenir, c'est que par l'effet de ce croisement, le zonage réglementaire n'est pas directement la carte d'aléas. C'est-à-dire que toutes les zones d'un même niveau d'aléa ne seront pas traitées de la même façon selon qu'elles sont en autre zone urbanisée, dans des zones qui sont aujourd'hui construites, densément construites, ou en zone peu ou pas urbanisée. Donc c'est le point que je vais vous exposer sur la diapositive suivante, pour bien vous exposer la manière dont on a élaboré ce zonage réglementaire. Donc vous allez retrouver en haut à gauche de la diapositive un tableau qui vous présente la manière dont on croise l'information sur l'occupation des sols, la carte des enjeux, où on va retrouver sur la ligne supérieure notre zone d'expansion des crues qui est issue du SAGE, notre zone peu ou pas urbanisée et notre autre zone urbanisée sur la commune de Cabriès. La dernière colonne qui concerne les zones de centre urbain n'est pas utilisée puisque le centre urbain de la commune de Cabriès est fort heureusement situé en dehors de la zone inondable et n'est donc pas concerné par ce plan de prévention des risques d'inondation. Donc, par compatibilité au règlement de la zone d'expansion des crues qui est fixé par la ZEC du SAGE, quel que soit le niveau d'aléa, on retrouvera un principe d'inconstructibilité dans cette ZEC avec un zonage rouge. Lorsque l'on est en zone peu ou pas urbanisée, de la même manière, quel que soit le niveau d'aléa lorsque l'on se trouve dans une zone inondable pour la crue de référence, on retrouvera un principe d'inconstructibilité qui vise à éviter l'implantation de nouveaux enjeux sur ces zones inondables. A contrario, lorsque l'on se situe dans les autres zones urbanisées, c'est-à-dire les zones qui présentent déjà de nombreux enjeux, qui sont déjà fortement bâties en termes de continuité et en termes de densité, on retrouvera des principes de prescription pour les niveaux d'aléas les plus faibles, l'aléa modéré avec une zone bleu clair qui permet le développement et la densification en compatibilité avec ce niveau d'exposition à l'aléa, et à contrario, pour les niveaux d'aléas forts et très forts, un principe d'inconstructibilité qui se traduira par une zone que l'on appelle orange azédu. Donc je vais désormais repasser la parole à Julien Langumier qui va vous présenter la suite à la fois de la procédure et également les détails des principes
réglementaires. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat, hein, n'hésitez pas. Si ce qu'on vous dit n'est pas très clair, on prendra le temps à l'issue de cette courte présentation d'apporter toutes les réponses nécessaires. Et également pour ceux qui le préféreraient, via le numéro de téléphone 06 17 13 13 00 avec vos SMS. Alors vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et peut-être je vais me permettre de faire un petit intermède dans la présentation, puisque nous avons reçu des nouvelles questions par SMS. Un participant nous fait remarquer, avec une certaine connaissance du territoire communal, me semble-t-il, que la cartographie des enjeux, telle que nous la présentons, s'appuie sur des données qui dateraient de 2018, et nous pose donc la question de l'actualisation de cette cartographie de l'occupation des sols par rapport à des constructions plus récentes, notamment sur le quartier des Grandes Terres. Donc voilà la question qui nous est posée, elle est précise. Un premier élément de réponse pour dire que, vous l'avez noté, on s'intéresse à l'occupation actuelle du sol, donc dès lors que nos données, qui je le rappelle s'appuient sur des millésimes cartographiques, hein, et donc vous avez raison qu'il est important de préciser quelle est la source de nos données, dès lors que la réalité de terrain viendrait compléter la donnée cartographique qu'on présente aujourd'hui, on intègre ces évolutions, et c'est tout l'intérêt d'avoir cette phase de concertation publique pour que vous puissiez attirer notre attention sur tel ou tel secteur. Donc on va regarder ce secteur plus précisément. On a aussi à notre disposition des orthophotos qui parfois sont plus récentes que les millésimes cadastraux. Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la situation où on a des zones d'urbanisation relativement diffuses, elles ressortent souvent en zones peu ou pas urbanisées, et que si ces zones ont été densifiées récemment, la question que vous posez, en tous les cas je la traduis comme ça, peut être de savoir s'il y a une justification à revoir la classification apportée à tel ou tel secteur. Donc je ne peux pas répondre évidemment à chaud sur le secteur que vous indiquez. On va regarder. Ce que je peux dire aussi, c'est que la commune de Cabriès nous a beaucoup associés à l'instruction des autorisations d'urbanisme en nous demandant des avis au titre des risques. Donc on connaît assez bien l'historique des autorisations d'urbanisme sur la commune. Donc voilà, on a toute matière à approfondir et à apporter une réponse à vos questions. N'hésitez pas aussi à nous faire passer par mail un petit extrait cartographique ou un extrait d'une photo aérienne prise sous Google, de manière à bien nous montrer le secteur que vous ciblez à travers votre question. Je reprends le fil de la présentation pour évoquer rapidement le règlement, cette dernière pièce du plan de prévention des risques inondations. Clément Gastaud vous a rappelé les grands principes associés à chaque type de zone. Je le rappelle, il figure à nouveau sur ce tableau. La zone rouge a un principe d'inconstructibilité. Et cette zone rouge, Clément vous l'a expliqué, elle couvre à la fois les zones d'expansion de crue, les zones peu ou pas urbanisées. Et ceci, quel que soit l'aléa, c'est-à-dire que même si on a des hauteurs d'eau faibles, dès lors qu'on est dans une zone qui est peu ou pas urbanisée, on est sur un principe d'inconstructibilité pour préserver cette zone inondable qui a un rôle d'expansion des crues. Derrière l'expansion des crues, c'est important, il y a l'idée aussi qu'une zone où la crue peut s'étendre est une zone qui participe à l'écrêtement du débit de crue et donc qui protège indirectement des enjeux situés à l'aval. Donc voilà pourquoi sur la première ligne du tableau, vous voyez un principe d'inconstructibilité pour l'ensemble des zones peu ou pas urbanisées ainsi que les zones d'expansion de crue. Cependant, le règlement apporte quand même quelques possibilités sur ce secteur, notamment pour les exploitations agricoles en zone rouge. En aléa modéré seulement, dès qu'on passe en aléa fort, ce n'est plus possible. En aléa modéré, les constructions liées nécessaires à l'activité agricole sont possibles. Vous voyez que l'esprit du règlement, c'est de ne pas pénaliser l'activité agricole, qui est quelque part une destination attendue, souhaitée en zone inondable. Autre élément du règlement, je bascule maintenant dans les zones urbanisées, donc les zones bleues et les zones oranges. Dans les zones bleues, on va être sur un principe où on autorise des nouvelles constructions, mais avec une prescription essentielle qui est de caler les premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux.
C'est un principe de surélévation du premier plancher pour que la construction qui est autorisée soit un espace de sécurité. Que les constructions qu'on autorise ne doivent pas faire l'objet d'évacuation préventive dans des situations déjà complexes de gestion de crise. Donc voilà pourquoi le PPRI impose en tous les cas le calage des premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux. Dès lors qu'on bascule en aléa fort ou très fort, on ne peut plus être sur ce principe de constructibilité sous prescription. On bascule sur un principe d'inconstructibilité. Cependant, on est bien conscient qu'on est dans un tissu urbain déjà existant. Et vous le savez sans doute, un tissu urbain est quelque chose qui est évolutif. On ne peut pas figer un espace déjà bâti. Et c'est pourquoi, dans la zone orange, sont autorisées les opérations de renouvellement urbain, c'est-à-dire des opérations de démolition-reconstruction qui participent de la reconstruction de la ville sur la ville ou de l'espace urbain sur l'espace urbain. Les prescriptions qui sont associées à ces opérations de renouvellement urbain sont celles de gagner en réduction de la vulnérabilité, c'est-à-dire de demander à ce que les projets qui prennent la place des bâtiments existants réduisent la vulnérabilité, à minima mettre en sécurité les personnes, mais aussi réduisent les dommages potentiels générés par des crues. Vous retrouverez des principes de calage des premiers planchers, mais également une attention portée aux matériaux qui sont utilisés, une attention et une vigilance aussi sur le fait que les activités qui sont destinées à ces bâtiments n'aggravent pas la vulnérabilité. Typiquement, si on transforme un hangar agricole dans une résidence-service pour personnes âgées, on est dans une forme de réduction de la vulnérabilité. Donc voilà, globalement, résumé ces principales cases. J'en oublie une, celle de l'aléa résiduel, en violet, complètement à droite du tableau, où on vous l'a dit, c'est une crue plus importante que l'aléa de référence, sur lequel la prescription est relativement simple, puisqu'on demande aux nouvelles constructions de se caler à 20 cm au-dessus du terrain naturel. C'est une marge de sécurité par rapport à un événement supérieur à ce qui a été modélisé, par rapport aussi au phénomène de ruissellement urbain, au ruissellement tout court, qui est important dans l'ensemble de notre département. Donc voilà pour vous présenter les éléments essentiels du règlement, et peut-être que vous soyez en capacité de vous représenter les choses. Une zone rouge, ça signifie l'inconstructibilité, sauf pour l'activité agricole. Il y a quand même aussi, j'ai oublié de le préciser, des possibilités d'extension limitée dans cette préoccupation de notre côté de ne pas figer complètement le bâti existant. Donc si vous avez un bâtiment qui est dans cette zone rouge, pour de l'activité, vous pouvez augmenter de 20% l'emprise au sol, ce qui permet quand même des extensions importantes. Et pour le cas d'une habitation, vous pouvez augmenter de 20 mètres carrés la surface de plancher de l'emprise au sol en zone inondable. Donc voilà les règles rapidement résumées. Ayez en tête zone bleue, calage des premiers planchers comme message essentiel, et la zone orange, des possibilités de démolition-reconstruction avec des prescriptions assez complètes dans le règlement que je ne vais pas développer en détail, mais auxquelles je renvoie. Nous avons, à ce point de la réunion, présenté de manière synthétique l'essentiel du dossier du plan de prévention des risques inondations. C'est quelque part un fil conducteur, notre présentation, pour que vous puissiez retourner consulter ces documents en ligne, mais en sachant comment ils ont été élaborés, c'est sans doute plus facile d'en prendre connaissance et de se les approprier pour vous. Je vais terminer par une dernière diapositive pour vous rappeler les modalités de la concertation, puisqu'on ouvre une période de 2 mois aujourd'hui, avec un certain nombre de dispositifs pour faciliter la prise de connaissance pour vous de ce plan de prévention des risques inondations. Je ne reviens pas sur la réunion publique qui est en cours en ce moment même. Une exposition publique sera installée à l'extérieur sur le parvis du service urbanisme de la commune de Cabriès. Il sera consultable en extérieur pour éviter les problèmes de proximité liés à la crise sanitaire. Nous avons reçu les panneaux aujourd'hui, nous les apportons à la mairie dans les meilleurs délais pour pouvoir les installer dès la semaine prochaine. Le site internet, vous avez sans doute accédé à cette réunion publique par le site internet des services de l'État dans les Bouches-du-Rhône, et une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire, et c'est sur cette base que nous engageons à apporter des réponses à chaque observation ou question reçue. Donc ddtm-concertation-ppri-arc@bouche-du-rhône.gouv.fr.
Vous pouvez bien sûr conserver le format classique de l'écrit avec l'adresse de la DDTM. Et nous avons aussi remis un dossier du PPRI en mairie si vous souhaitez une consultation plus classique sur des formats papier dans une relation de proximité avec le service urbanisme de la commune de Cabriès. Donc voilà ce qu'on peut présenter aujourd'hui. Je vais me donner la parole à l'animateur de cette réunion publique qui est en quelque sorte le monsieur loyal par rapport à notre soirée pour qu'il nous fasse part de nouvelles questions. Nous allons laisser ouvert un petit peu le chat pour permettre à ce que vous ayez le temps de réagir à ce qu'on vient de présenter. Y a-t-il des nouvelles questions qui arrivent soit par SMS, soit sur le chat ? Alors, non, j'ai pas eu de nouvelles questions en dehors de celles que vous nous avez citées tout à l'heure. Simplement, la personne qui faisait référence à des zones est en train de m'envoyer des clichés que je n'ai pas encore reçus, donc elle n'hésite pas soit à me les envoyer par SMS, soit à les mettre en pièce jointe, peut-être sur le chat si c'est possible. Mais le plus simple est peut-être de les prendre en photo ou de me les envoyer via SMS ou MMS pour que je puisse peut-être vous les donner directement. C'est ce qui me semble le plus simple, donc je les attends. Et de nous les adresser par mail, puisque dès lors qu'on va commencer à collecter des documents cartographiques, des documents photographiques, il faut qu'on puisse les analyser. On fait l'exercice de répondre à chaud là, sur ce format-là. Après, on aura du mal à faire des analyses techniques à chaud dans la soirée, mais en tous les cas, bien sûr, on enregistre toutes les observations, toutes vos remarques, et on y apporte des réponses argumentées, motivées de notre côté. Alors, pour être complet, la personne m'indique que c'est en cours, mais les photos sont lourdes. Ah. Donc, on va laisser le temps aux photos d'arriver. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter vos propos ? Oui, moi je peux peut-être aussi rassurer tous ceux qui nous suivent ce soir et qui n'auraient pas forcément pu préparer leurs questions à ce niveau-là. C'est-à-dire qui prennent connaissance du document, qui auront des questions qui viendront peut-être dans les jours prochains, en allant reconsulter les documents sur le site internet, le rapport de présentation qui réexpose toute la méthodologie, la fabrique de ce PPRI, la manière dont il fonctionne, ses objectifs. Pour toutes ces questions, vous pourrez, via la boîte internet la boîte courriel de la concertation, nous poser vos questions. On y apportera par retour de courriel toutes les réponses. Et évidemment, pour toutes les problématiques qui concerneraient un élément qui vous paraîtrait erroné, soit par rapport à l'aléa, soit par rapport à la carte des enjeux, nous exposer par cette boîte courriel ou par courrier vos remarques, vos observations. On les analysera de manière détaillée, de manière à corriger éventuellement les erreurs matérielles qui existeraient ou les imprécisions, ou éventuellement, s'il n'apparaît pas d'erreur matérielle ou d'imprécision, vous exposer les raisons qui font que le PPRI est élaboré de la manière dont il est présenté aujourd'hui dans ce dossier de concertation. À l'issue de cette phase de concertation, le PPRI aujourd'hui est un projet. Il pourrait être amené à évoluer en fonction de ces éléments de retour du public et faire l'objet d'une nouvelle version qui sera celle qui sera soumise à une consultation formalisée qu'on appelle la consultation des personnes et organismes associés, qui vise directement les acteurs institutionnels. La commune de Cabriès, dans ce cadre-là, pourra notamment s'exprimer, également la métropole, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs institutionnels dont vous avez la liste sur la diapositive qui s'affiche actuellement. Ces retours des acteurs institutionnels seront versés également un dossier d'enquête publique, qui va être la phase que l'on prépare aujourd'hui également avec cette phase active de concertation publique, une enquête publique où un commissaire enquêteur, de manière tout à fait indépendante, sera à votre disposition pour que vous puissiez exprimer une nouvelle fois vos observations, vos remarques, qu'il puisse les écouter, les synthétiser, les entendre, de façon à ce que ce deuxième temps de dialogue, d'échange, là pour le coup, qui ne sera pas mené par les services de l'État, mais vraiment par un commissaire enquêteur indépendant, puisse permettre, avant une éventuelle approbation de ce plan de prévention des risques d'inondation, de prendre en compte l'ensemble de vos remarques et observations. Donc vous notez, hein, on est aujourd'hui dans une phase de concertation qui vous permet un premier temps d'expression sur lequel la DDTM
pourra vous apporter de manière individuelle des réponses à toutes les observations que vous formaliserez via vos courriers et vos courriels. Et également, il y aura, à l'issue de cette phase-là, un deuxième temps d'échange à travers l'enquête publique. Donc, sans doute qu'il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Moi, je vais apporter un complément sur les mesures sur l'existant. On a aussi reçu une question sur ce sujet-là. Deux diapos, c'est la toute dernière diapo, voilà, merci, qui va apparaître. Le règlement, je me suis focalisé sur l'encadrement des projets futurs, des nouvelles autorisations d'urbanisme, mais le règlement porte aussi sur les biens existants, avec des prescriptions qui ont pour but de réduire la vulnérabilité des biens existants. Alors, le Code de l'environnement encadre évidemment ce qu'il est possible d'exiger en termes de réduction de la vulnérabilité sur les biens existants, mais le Code de l'environnement prévoit que toute mesure qui serait supérieure à 10% de la valeur vénale du bien ne pourrait pas être rendue obligatoire. Donc ça, c'est un premier élément de cadrage dans lequel évidemment on s'inscrit. Cependant, une fois qu'on a dit ça, le règlement du PPRI prescrit en premier lieu, comme première mesure, l'aménagement d'espaces refuges pour des maisons qui seraient de plein pied et qui ne posséderaient pas du coup de plancher situé au-dessus des plus hautes eaux. Vous voyez que le premier objectif, c'est un objectif de mise en sécurité des personnes en permettant d'aménager des espaces au sec pour se préserver du passage de la crue. Alors bien sûr, ces projets de surélévation peuvent être relativement coûteux. Dès lors qu'ils excèdent 10% de la valeur vénale du bien, eh bien, ils ne sont plus rendus obligatoires. Deuxième mesure qui va être prescrite par le plan de prévention des risques inondations, c'est des systèmes d'obturation des ouvrants, donc typiquement des portes, voire des fenêtres si elles sont basses, des systèmes d'obturation qui permettent d'empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de la maison. Ceci est très efficace pour des événements de courte période, perd de son efficacité évidemment pour des submersions de longue durée. Donc voilà, tout ce qui est bâtard d'eau sera aussi prescrit sur les biens existants dans les zones de l'aléa de référence, c'est-à-dire dans les zones rouges, oranges et bleues. Ce que je tiens absolument à ajouter, c'est une évolution législative de la dernière loi de finances de l'année dernière, c'est que jusqu'à présent, ces mesures étaient subventionnables pour les mesures portant sur les habitations à hauteur de 40%. Le gouvernement a souhaité donner une impulsion significative à ce type de mesures qui évite beaucoup de dommages en cas de crue. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de subventionner ces prescriptions à hauteur de 80%. Donc je le rappelle, c'est certes une obligation apportée par le PPR avec une réalisation attendue dans un délai de 5 ans, mais c'est aussi une obligation qui va être aidée financièrement par les crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs à hauteur de 80% pour les biens d'habitation. Donc, associé au règlement sera joint un dossier type de demande de subvention pour celles et ceux qui sont concernés par ces mesures et qui souhaiteraient les mettre en œuvre en bénéficiant d'une aide financière. Alors, peut-être ce que je peux indiquer aussi, c'est que la personne qui a posé une question par rapport à un secteur particulier sur l'autre zone urbanisée et qui nous a transmis des photos, c'est déjà qu'on a bien reçu ces photos. Malheureusement, le format ne nous permet pas de partager ces images sur nos écrans et de vous apporter une réponse en direct. On n'a pas malheureusement ce niveau d'interactivité mais on vous apportera évidemment une réponse particulière par rapport à ce secteur précis qui concerne une zone qui aujourd'hui est considérée effectivement comme une zone peu urbanisée puisque c'est une zone qui aujourd'hui présente des constructions aujourd'hui résidentielles qui sont assez discontinues, qui est une zone d'urbanisation diffuse. Évidemment, les nouvelles constructions peut-être pour amener à reconsidérer localement la situation. On analysera évidemment ces éléments. Moi, ce que je vous propose, c'est pour aller plus loin et qu'on puisse aboutir
de manière tout à fait transparente sur cette question, c'est de nous transmettre votre question avec les références des parcelles concernées sur lesquelles vraiment vous posez cette question. Évidemment, on récupérera les photos que vous nous avez envoyées aujourd'hui par un courriel ou un courrier et qu'on puisse vous apporter une réponse circonstanciée qui peut-être se traduira par une évolution du zonage, de la carte des enjeux. Peut-être pas, ça dépendra de l'analyse qu'on va faire à l'aune de la méthodologie qu'on vous a présentée et on vous exposera les raisons de la décision qui sera prise. Évidemment, vous aurez à l'issue de cette phase de concertation encore la possibilité, si la réponse ne vous satisfait pas complètement, de vous réexprimer auprès du commissaire enquêteur qui pourra faire la synthèse des différentes observations, éventuellement repréciser les choses si on ne s'entend pas pour aboutir vraiment sur ce plan de prévention des risques d'inondation. Je ne sais pas, peut-être y a-t-il d'autres questions qui nous parviennent ? Alors non, j'ai bien reçu, donc comme vous le disiez Clément, les 4 cartes qui nous ont été transmises par la personne. À ce stade, moi je ne vois pas d'autres questions. Je vois qu'on en a quoi ? On en a 1h05 de présentation. Peut-être Monsieur Langumier, vous souhaitez compléter ? Oui, je vais compléter aussi dans l'idée de laisser le temps à chacun de formuler ses questions et ne pas de couper l'antenne trop tôt au titre de frustrer les uns et les autres. Pour rappeler aussi qu'évidemment aujourd'hui on présente l'élaboration d'un plan de prévention des risques inondation sur la commune de Cabriès, mais on a aussi une approche évidemment qui vise à couvrir globalement par cette prévention réglementaire un bassin versant qui est celui du Grand Valat. On est aussi en cours d'élaboration de plans de prévention des risques sur l'Arc, qui relève du même bassin versant. Donc, pour dire qu'on a récemment approuvé en 2020 un plan de prévention des risques inondations sur la commune d'Aix-en-Provence, sur la commune de Bouc-Bel-Air. Là, en même temps qu'on est dans l'élaboration du plan de prévention des risques inondations de Cabriès, on est aussi impliqué dans l'élaboration du même type de plan sur la commune de Simiane-Collongue. Et on sera lundi également en réunion publique sur le PPRI à Simiane, sur le même format, dématérialisé. Et on a fait ce précédent exercice sur la commune de Berlétan, à l'embouchure de l'Arc. On sera aussi positionné bientôt sur la commune de Vintimbrun. Et donc tout ça s'inscrit quand même dans une couverture qui est focalisée sur les communes avec les plus forts enjeux présents dans la zone inondable, de manière à apporter cette réponse de prévention de manière homogène sur le territoire. Je crois que c'est important de le dire parce que il y a une forme de contrainte qui est amenée avec le plan de prévention des risques d'inondation et l'État a le souci que cette contrainte soit portée de manière, si ce n'est équitable, au moins homogène et de ne pas créer de disparité de traitement entre un territoire et un autre. Je rappelle également qu'à l'échelle plus large du département, on a déjà couvert intégralement de plans de prévention des risques les 19 communes riveraines de la Durance, les 6 communes situées dans le delta du Rhône, la plupart des communes situées sur le bassin versant de l'Uvonne et du Jarret. Et donc aujourd'hui, on est sur le bassin versant de l'Arc, on sera aussi bientôt sur le bassin versant de la Cadière, avant de clôturer le tour du département par une mise à jour de la connaissance du risque inondation sur la Touloubre. Donc voilà, pour dire aussi, je ne voudrais pas que cette présentation donne l'impression qu'on cible la commune de Cabriès plus que les autres territoires. L'État s'adresse à l'ensemble des zones inondables du département, tout comme nos confrères des autres départements font aussi le même travail sur l'ensemble des différentes zones inondables. Mais derrière cette réponse réglementaire qui est apportée, qui est parfois vécue de manière un petit peu dure comme réponse, il y a vraiment en jeu la durabilité, la soutenabilité d'une belle invention qu'est le fonds d'indemnisation solidaire qui permet quand même à tout à chacun d'avoir une garantie très forte en cas de catastrophe naturelle majeure. Et je ne vous cache pas que les projections associées au changement climatique sont plutôt pessimistes sur la récurrence de ces événements, leur fréquence et leur intensité. Voilà ce que je voulais dire, peut-être pour remettre un petit peu en perspective notre présentation d'aujourd'hui et espérer, le cas échéant, vous donner un peu plus de temps pour nous adresser des questions. À la différence d'une réunion publique dans une salle, on a moins de facilité à sentir l'impatience de la salle à nous interpeller sur tel ou tel point.
Donc voilà, je me permets de prolonger un peu notre propos, non pas pour être bavard, mais pour vous permettre d'avoir le temps de participer dans ces nouveaux formats, y compris nouveaux pour nous. On découvre ces nouveaux dispositifs. Oui, peut-être juste si vous le permettez, Julien, peut-être juste une observation. Je vois qu'une personne sur le chat a posé la question et souhaitait connaître l'adresse mail à laquelle on pouvait communiquer avec la DDTM, et je vois qu'il a été répondu, donc je vais quand même la reciter en ligne pour vous la redonner. Vous pouvez écrire à DDTM- alors c'est le tiret du 6, concertation au singulier -PPRI-arc @bouche au pluriel -du-rhône.gouv.fr. Voilà, pour pouvoir écrire, contribuer, puisque si j'ai bien compris, et arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais la concertation ne se termine pas ce soir, loin de là, et on pourra toujours apporter, enfin vous pourrez toujours poser des questions ou apporter des compléments d'informations concernant le dossier. Alors j'ai une question qui arrive juste en direct pendant que je m'adresse à vous. Donc je vais vous la poser en live. Une personne est en possession d'un permis de lotir en zone rouge désormais. Quel avis donneriez-vous au futur permis de construire? Merci. Alors en effet, c'est une excellente question. Permis de lotir ou permis d'aménager, me semble-t-il, qui est la prémisse d'une opération d'urbanisme d'ensemble. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on puisse analyser dans le détail, reprendre un peu l'historique de cette opération. Ce que je rappelle, ce qui doit être clair, c'est que au jour d'aujourd'hui, le plan de prévention des risques est un projet qui est soumis à concertation publique. Il n'emporte pas évidemment d'application d'un point de vue juridique avant son approbation. Cependant, par ailleurs, on a un autre principe qui est que la connaissance du risque ne peut être ignorée dans la délivrance et l'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est l'article R111.2 du Code de l'urbanisme qui donne la possibilité aux services instructeurs de refuser ou de demander des prescriptions sur une autorisation d'urbanisme au motif du risque de la mise en danger des personnes. Donc voilà pour vous rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette question. C'est une excellente question. Je pense qu'il faut qu'on y apporte une réponse circonstanciée au regard du permis d'aménager, de sa date d'autorisation, qu'on regarde où est-ce qu'il se situe par rapport à notre projet de zonage et qu'on apporte une réponse en effet sur les permis de construire, puisque vous le savez, un permis d'aménager préfigure des permis sur chaque lot ensuite, et donc il faut qu'on puisse vous apporter cette visibilité et qu'il n'y ait pas de surprise sur l'issue des autorisations d'urbanisme liées à un premier permis d'aménager. Une autre question arrive. Une personne demande allez-vous préciser si les mesures de protection sont obligatoires et sont subventionnées? Alors je pense que vous avez déjà répondu, mais je vous propose de reprendre la parole peut-être pour préciser ou compléter votre propos. Oui, tout à fait. J'avais entreaperçu cette question sur le chat tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai redéveloppé mon propos sur les mesures prescrites sur l'existant, qui sont des mesures de réduction de la vulnérabilité par le plan de prévention des risques inondation. Donc, je redis rapidement les choses. Il y a bien des obligations réglementaires sous un délai de 5 ans, mais à la condition importante que ces mesures n'excèdent pas 10% de la valeur vénale du bien. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que dans le cas où des propriétaires de biens d'habitation réaliseraient ces mesures, ces derniers peuvent être aidés par la DDTM qui instruira leur demande de subvention à hauteur de 80%, ce qui est quand même un taux de subvention qui nous paraît très incitatif. En tous les cas, c'était le pari du ministère dans le fait de faire évoluer la loi de finances en faveur du passage de 40% à 80% d'aide du fonds Barnier sur la réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation dans le cadre des plans de prévention des risques. Et également, ce qu'on peut apporter aussi et rappeler sur l'effet de ce PPRI, et ce dès la prescription, aujourd'hui cette révision elle est prescrite, c'est que le PPRI a pour bénéfice de supprimer les franchises qui s'appliquent en cas de répétition de catastrophes naturelles qui s'y reviendraient sur la commune. Et il y a déjà eu plusieurs déclarations de catastrophes naturelles sur la commune de Cabriès. Donc dès maintenant, dès actuellement, avec la prescription de cette élaboration du PPRI
de Cabriès et a fortiori lors de son approbation, le bénéfice pour l'ensemble de la population, c'est de permettre la levée de ces franchises sur les indemnisations lors de la survenue des catastrophes naturelles qui sont augmentées à chaque fois, en l'absence de PPRI, qu'il y a la survenue d'une catastrophe naturelle. Donc le PPRI apporte à la fois une possibilité de subventionnement pour permettre de mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité qui permettront d'avoir une meilleure sécurité pour les personnes et une moindre vulnérabilité des biens, c'est-à-dire de moindres dégâts en cas de crue. Et également, il apporte le bénéfice d'une meilleure indemnisation. Donc au-delà des contraintes qui sont apportées au projet, il y a aussi une vraie plus-value, un vrai intérêt pour les biens qui sont déjà exposés et pour la sécurité des personnes. Oui, Clément, je reprends un tout petit peu la parole. D'autres questions sont arrivées. Alors, je vous l'ai dit, dans les documents du porté à connaissance, il est précisé que le PLU de Cabriès s'est basé sur une étude hydrologique plus restrictive pour la définition des zones inondables. En effet, certains secteurs classés en aléa faible dans les documents du PAC sont en aléa modéré dans le PLU. De ce fait, pourquoi ne pas tenir compte de certains arbitrages du PLU pour la définition de la carte PPRI? Alors, c'est une question qui est effectivement très technique. Je vois qu'il y a des connaisseurs des documents d'urbanisme et de l'historique des études hydrauliques. Un premier élément de réponse, c'est que il y a le facteur temps entre cette élaboration du PPRI et la traduction par le document d'urbanisme de la connaissance des zones. En apparence inhomogène, mais on est bien sur les mêmes niveaux de connaissances pour partie. Alors ce facteur temps, il explique deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été actualisées. L'étude menée par un GEROP sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat de rivière, le SABA, est complétée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, donc ont été traduites au PLU, et également des études antérieures qui sont également actualisées par cette élaboration du PPRI. Ça, c'est un premier élément. De la réglementation, l'élaboration du PLU, qui encadre les principes de prévention, a en partie évolué. C'est l'élément que je vous ai présenté dans le dispositif qui concernait l'aléa inondation, qui doit être la diapositive numéro 7, si je ne me trompe pas, éventuellement si on peut l'afficher à l'écran, qui apporte une caractérisation du niveau d'aléa qui a évolué, qui est un petit peu différente, avec des termes qui ont pu changer. Par exemple, dans le porté à connaissance, vous allez retrouver des niveaux d'aléa faibles à modérés en jaune et modérés dans cette carte du PAC d'octobre 2017. Et aujourd'hui, sous l'application du décret du 5 juillet 2019, donc vous voyez 2 ans plus tard, on parle désormais d'aléa modéré qui est ici figuré en orange, qui recoupe pour partie ces périmètres. Donc vous voyez, il y a quelques petites évolutions qui peuvent traduire cette évolution de la carte d'aléa, avec quelques différences qui sont liées, là ici, principalement à une évolution de la réglementation. Et on peut aussi préciser que par rapport à la question posée, à savoir de l'aléa faible dans le PAC, qu'aujourd'hui la personne retrouve en aléa modéré, le décret que citait Clément Gastaud à l'instant demande au niveau national qu'on prenne dorénavant en compte la dynamique de la crue. C'est-à-dire c'est un paramètre supplémentaire qui, au-delà de la hauteur de l'eau et de la vitesse de l'eau, nous demande d'être plus restrictif sur des crues qui ont des cinétiques rapides. Donc voilà pourquoi ce qui était considéré comme un aléa faible avec 2 paramètres devient un aléa modéré quand on est obligé de croiser 3 paramètres, parce qu'on est là sur des petits bassins versants qui réagissent très vite et qui, du coup, ont une cinétique rapide, croisée avec de l'aléa faible. Cela nous donne une intensité globale moyenne. Voilà pour répondre de manière la plus précise possible à cette question. Alors, j'ai une autre observation qui arrive par SMS, qui répondait donc au permis de lotir, à la question sur le permis de lotir. Merci pour votre réponse. Le PA date de juillet 2019. Pourrait-on obtenir un rendez-vous auprès de vos services pour en discuter cordialement?
Alors, je pense qu'il est important peut-être de rebasculer là sur le mail pour bien tracer cette demande. Je rappelle également que la DDTM, même si elle élabore un plan de prévention des risques inondation, ne change pas la répartition des compétences. C'est-à-dire que votre guichet d'entrée sur l'instruction des autorisations d'urbanisme, ça reste la commune de Cabriès qui a pleine compétence sur ce sujet-là. Par contre, bien sûr, et la commune de Cabriès le sait, dès lors qu'il y a des sujets particuliers, nous sommes à la disposition de la commune pour être saisis et donner un avis au titre de l'État, au titre du plan de prévention des risques inondations qui est en cours d'élaboration. Moi, ce que je propose, pour être très pratique et très opérationnel par rapport à la question qui nous est posée, faites-nous passer votre permis d'aménager de 2019 par mail en pièce jointe, qu'on puisse nous d'abord le localiser et qu'on puisse commencer à en faire une analyse. Et on repart du mail pour poursuivre la discussion. Et bien sûr, on mettra dans la boucle, évidemment, la commune de Cabriès qui est concernée en tant que première compétence sur la délivrance des autorisations d'urbanisme. Une nouvelle question arrive sur le chat. C'est une question qui est posée par la personne qui nous a envoyé les cartes tout à l'heure, qui complète son propos en disant « Pourtant, dans la carte d'aléas du PPRI, il y a toujours des aléas faibles en jaune. Pourquoi ?» Alors, oui, ça c'est effectivement un élément de représentation. Si on peut revenir sur l'affichage de la diapositive numéro 7 une nouvelle fois, je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Je pense qu'elle va s'afficher là dans quelques secondes. Alors. Donc vous voyez sur le tableau qui présente ici le croisement entre les hauteurs et les hauteurs d'eau et les vitesses de l'eau. Donc vous avez la vitesse de l'eau qui se lie de manière croissante de la gauche vers la droite, avec un seuil à 50 cm par seconde, et vous avez la variation de la hauteur d'eau qui se lie du bas vers le haut, avec la hauteur qui augmente avec la hauteur de ce tableau, avec ici deux seuils qui sont présentés sur ce tableau, les hauteurs extrêmement faibles à 20 cm, et les hauteurs plus importantes avec deux seuils à 1 mètre et 2 mètres. Donc effectivement, on a distingué sur la cartographie, pour des raisons de lisibilité, les hauteurs d'eau extrêmement faibles, quelle que soit la vitesse, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 20 cm et qui sont figurées en jaune sur la carte que vous retrouvez à droite. Donc on est bien sur des niveaux d'aléas modérés, qu'on qualifie ici de hauteur extrêmement faible, et on va retrouver pour les hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et des vitesses d'écoulement qui sont faibles, pour le coup, inférieures à 50 cm par seconde, cette zone orange d'aléas modérés. Dans le croisement des aléas et des enjeux que vous retrouvez pour former le zonage réglementaire, on traitera ces deux types de zones de la même manière comme de l'aléa modéré. Mais pour des raisons de lisibilité, pour vous permettre de retrouver sur cette carte d'aléas ce niveau de détail, on a cette sémiologie, ces couleurs jaune et orange, pour retrouver ces informations sur la carte d'aléas. Et pour faire la parfaite continuité avec la réponse que vous avez faite sur la première question, et je vois la grande expertise de notre interlocuteur, le décret qui demande de prendre un troisième paramètre, à savoir la vitesse de montée des eaux, la cinétique de l'écrue, il prévoit aussi la possibilité de qualifier de manière particulière des hauteurs extrêmement faibles. Donc vous pouvez retrouver ça dans les textes, et c'est pour ça que ma réponse portait sur les deux cases jaunes qu'on voyait tout à l'heure sur la slide projetée, mais il y a, pour être parfaitement complet, mais votre question me permet de compléter parfaitement mon propos, le décret permet aussi de distinguer les hauteurs extrêmement faible, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du plan de prévention des risques inondations de Cabriès. Et pour être tout à fait complet, hein, je veux m'excuser d'une coquille dans la carte d'aléa, plus exactement dans la légende, c'est-à-dire qu'apparaît le terme d'aléa faible pour la zone jaune, mais c'est bien aléa modéré, hauteur extrêmement faible qu'il faudrait lire à cet endroit-là de la diapositive. Donc, ce qui explique sans doute aussi ce hiatus entre notre présentation et ce que vous pouvez lire sur l'écran. Mais c'est bien ce que je vous ai indiqué qui sera présent dans le PPRI. On va corriger la légende de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement à la fin des questions. Je n'ai plus de questions ni sur le chat
ni par SMS. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, messieurs. Est-ce qu'on peut peut-être conclure ou oui, il me semble qu'on a été assez complet. Je vais peut-être redonner la parole à Julien. Oui, je pense qu'au bout d'une heure et quart d'un exercice à distanciel, je pense qu'il est raisonnable peut-être de clore. Donc, je vais prendre quelques secondes pour conclure. Et donc, si jamais vous avez une dernière question, profitez de ces derniers instants. Non, je pense qu'on voit l'intérêt de ce format. Je ne vous cache pas que nous avions un dilemme un peu cornélien. Soit nous retardions encore plus cet échange avec le public alors que tout était prêt dans le dossier du plan de prévention des risques inondations. Mais on l'a vu, vous avez des questions sur des autorisations d'urbanisme qui sont en cours d'instruction. Et donc garder un document, ne pas rendre public le PPRI au prétexte des restrictions sanitaires qui ne permettent pas de tenir une réunion publique est quelque chose qui est aussi assez pénalisant pour vous. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de ce format en présentiel qui nous permet d'avancer dans le calendrier tel qu'on l'avait prévu. On mesure sans doute peut-être les frustrations de ce format. On anticipe aussi le fait que changer de format, c'est peut-être aussi renouveler un peu la participation aux réunions publiques plus classiques. Donc moi, je voulais surtout vous remercier de vous être adapté à ce nouveau format. On est conscient que ça peut être un peu perturbant, mais on voit que ça fonctionne. Je ne vous cache pas que pour nous aussi, c'est un petit peu étrange de percevoir vos questions sans la tonalité de votre voix, sans l'insistance de votre prise de parole. Cependant, on se rabat sur des choses plus factuelles dans nos échanges. Vous avez vu qu'on a essayé d'apporter des réponses assez complètes, assez précises. Je souhaite qu'on reste dans cet état d'esprit dans nos échanges et que vous voyez que la simplicité avec laquelle vous posez vos questions et la précision qu'on essaye d'apporter dans nos réponses doit être la ligne de conduite pendant les 2 mois de la concertation publique qui doit animer nos échanges maintenant par mail. Je pense que vous l'avez vu aussi, une fois qu'on a compris les grands principes d'élaboration du plan de prévention des risques, après vous avez sans doute des questions sur pourquoi tel zonage sur telle parcelle. Et là, il vaut mieux passer par des supports cartographiques, des supports d'images, pour qu'on puisse se positionner. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion, en remerciant vraiment tous les participants pour l'adaptation à ce format qui est un petit peu neuf. On en est conscient, mais on essaye d'avancer malgré ce contexte qui est difficile pour tout le monde. Alors, je vois... Alors, si, voilà, peut-être une dernière question. Une dernière question qui apparaît. C'est une question qui demande à partir de quand pourra-t-on prendre rendez-vous avec l'enquêteur public? Alors, très bonne question. Donc aujourd'hui, la phase de concertation publique qu'on ouvre aujourd'hui, le 14 avril, elle va se dérouler jusqu'à la première quinzaine du mois de juin. Nous aurons ensuite une phase de consultation des personnes et organismes associés qu'on va essayer de positionner à la fin de l'été pour que notamment les délibérations des conseils, soit métropolitains, soit municipaux, puissent être rendues sur les premiers conseils de la rentrée en septembre ou octobre. Et l'enquête publique se tiendra donc en fin d'année, une fois l'ensemble des avis des personnes et organismes associés recueillis. Donc on sera dans un format classique d'enquête publique. Je fais le pari, j'ose espérer qu'on pourra retrouver des échanges en présentiel à cette échéance-là, mais globalement, les rendez-vous et la participation pour vous aux permanences du commissaire enquêteur à positionner sur la fin de l'année. On évitera évidemment les périodes de vacances, donc soit on arrive à organiser ça juste avant les fêtes, soit ça sera sur le mois de janvier à la rentrée. Je voulais également remercier la municipalité de Cabriès, Madame le maire. Traditionnellement, ces réunions publiques sont ouvertes par Monsieur le maire ou Madame le maire. On ne pouvait pas l'organiser, vous voyez, avec des masques. Nous sommes déjà dans une petite salle. Mais en tous les cas, je voulais remercier la collaboration et l'appui de la commune de Cabriès qui nous a soutenus dans cette démarche de concertation et qui souhaitait aussi qu'on puisse communiquer maintenant le dossier du plan de prévention des risques inondations
devant l'ensemble des administrés de Cabriès. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qu'on a perdu avec le distanciel, c'est une ouverture conjointe à la fois de Madame le maire et des services de l'État de la réunion publique. Mais voilà, je tenais à rappeler qu'on sacrifie au protocole, mais qu'il ne faut pas oublier l'importance parfois de ce protocole pour bien montrer qu'on était à partager, en tous les cas accueillis par Madame le maire dans cet exercice de concertation sur Cabriès. Peut-être un dernier petit point qui est arrivé sur le chat. Je vois qu'il est noté que la mairie avait annoncé sur Facebook que les permanences commençaient dès le mois d'avril. Et je vois qu'il y a une réponse à ça qui dit que des permanences seront tenues par la DDTM pendant la concertation publique avec prise de rendez-vous par mail. Tout à fait. Alors, voilà. C'est vrai que la question précédente portait sur les permanences organisées par le commissaire enquêteur. Donc, j'ai repositionné le calendrier de l'enquête publique sur la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Nous avons proposé aussi, parce que nous savons que les formats numériques et distanciels peuvent exclure un certain nombre de personnes, de compléter la réunion publique d'aujourd'hui et les échanges qu'on aura par mail par notre venue en mairie de Cabriès pour tenir des permanences. Mais je le dis bien, c'est bien des permanences avec la DDTM et non pas avec le commissaire enquêteur, et qui là seront calées en effet à la suite de cette réunion. Nous n'avons pas encore calé les dates, il faut qu'on reboucle avec la commune pour organiser ça matériellement. On sera obligé de vous demander une prise de rendez-vous qu'on vous demandera de solliciter par mail, puisque vous comprenez, ce qui est très sensible et ce qui est compliqué, c'est de gérer des concentrations de personnes. Donc pour organiser le flux dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées à tous, nous privilégions la prise de rendez-vous et nous tiendrons donc en complément de la réunion publique d'aujourd'hui une ou deux permanences en fonction du nombre de sollicitations qu'on aura reçues de votre part. Donc écrivez-nous un mail en disant « Je souhaite bénéficier d'un échange avec vous dans le cadre des permanences que vous tiendrez en commune de Cabriès ». Et à ce moment-là, on commence à organiser le planning selon vos demandes et on reboucle évidemment avec la commune pour que tout ça soit bien organisé au plan pratique. Cette réunion est décidément riche en questions, puisqu'une question arrive à l'instant par SMS et qui demande la date estimée de sortie officielle du PPRI. Alors, ça me permet d'aller jusqu'au bout du calendrier que j'avais esquissé avec l'enquête publique. Une fois l'enquête publique clôturée, donc on sent qu'on est à la fin du mois de janvier, voire au mois de février. J'entends par là que le commissaire enquêteur a rendu son rapport et rendu son avis. Nous présenterons à monsieur le préfet l'ensemble des pièces du dossier du plan de prévention des risques, à la fois vos interventions au stade de la concertation publique, les avis des personnes et organismes associés et l'avis du commissaire enquêteur. Et c'est sur cette base-là que monsieur le préfet pourra approuver le plan de prévention des risques inondations. Donc on peut dire raisonnablement, sans aléa de calendrier, mais on en a eu beaucoup ces derniers temps, à la fin du premier trimestre 2022, voilà, avec des réserves sur le fait que ces calendriers peuvent toujours glisser un petit peu en fonction des différents aléas et de l'organisation de la procédure, mais on est globalement dans ce calendrier-là. Alors, j'ai l'impression que cette fois-ci, la liste des questions commence un petit peu à se tarir. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on a peut-être fait le tour des choses. Peut-être, allez, un petit mot de conclusion, Monsieur Langumier. Écoutez, alors j'ai l'impression d'en être à ma troisième conclusion, mais je voulais vraiment remercier les participants. À toutes fins utiles, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur le format de ces réunions publiques-là, par rapport à ce que vous avez pratiqué d'habitude en présentiel. On est preneur aussi de vos retours. Moi, je voulais vraiment remercier tous les participants. Je voulais aussi remercier mes collaborateurs dans mon équipe qui ont permis de préparer cette réunion. Ça a l'air de rien, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Je pense à Cyril Veneziano qui est aussi derrière l'écran et qui nous aide à ce que tous les supports fonctionnent bien. Donc un grand merci aux équipes de la DDTM. Merci beaucoup aux participants. Merci à la commune de Cabriès. Et n'hésitez pas, sur tous les sujets sur lesquels vous avez des interrogations, écrivez-nous par mail. On vous apportera une réponse
Si on a beaucoup de réponses, soyez un peu patients sur nos délais de réponse, mais on s'engage à répondre à tout le monde. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois que nous allons en rester là. Merci Julien, merci Clément. Je rajouterai juste un dernier mot, vous dire que pour écrire à la DDTM, je rappelle l'adresse, c'est ddtm-concertation-arc@bouche-du-rhône.gouv.fr. Voilà. Merci à tous d'avoir été nombreux à participer à cette réunion. Nous avons de nombreuses questions. J'espère que tous les avis auront pu s'exprimer. Et je vous remercie encore une fois et vous souhaite une très bonne soirée.